Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. C'est un constat partagé. Les économies africaines ne se transformeront pas tant que n'aura pas été réglée la question des infrastructures, mais comment alors construire des infrastructures dans la démarche qualité? C'est le thème de cette semaine que nous abordons avec Fossou Ondoro Lawson Echeli qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Monsieur Lawson Echeli, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Je me porte très bien, sinon ça va. Vous êtes le directeur général de NQE, NDT and Quality Expertise Technique. Vous aurez l'occasion de nous expliquer ce que c'est. Mais vous avez plusieurs expertises techniques. D'abord en pétrochimie, inspection des ouvrages mécano-soudés, contrôle non destructif, certification des soudures et des soudeurs selon des normes précises. Vous vous connaissez aussi en métrologie par la vérification et l'étalonnage de manomètres de pression et de température des appareils de levage et de torquage, inspection et barrémage en 3D des bacs et cuves, contrôle des enrobages et tuyauteries par balai électronique, conseil qualité audit réglementaire dans les secteurs de l'énergie, la liste est longue, je ne vais pas tout lire, certification des avions par... contrôle des avions par certification par l'Agence européenne de sécurité aérienne, tout ça pour vous. Oui, malheureusement, on s'est doté de plusieurs compétences multiformes dans le domaine technique et technologique afin de nous assurer que on ne chôme pas. Et pour avoir toutes ces expertises, quelles études faut avoir effectuées? D'abord, dans un premier temps, il faut être dans le domaine technique. Il faut que vous ayez un background qui soit série E, c'est-à-dire que mécanique, que vous ayez une maîtrise de tout ce qui touche au calcul, en mathématiques, en physique et en chimie. Si sur cette base-là, vous avez un choix à faire, il faut choisir le domaine industriel. Et dans le domaine industriel, vous avez plusieurs portes. Je dis souvent aux gens qu'il y a des filières qui manquent dans la plupart de nos pays qu'on appelle arts et métiers. Dans les métiers, que ce soit l'artisanat, etc., vous avez beaucoup de techniques. Si vous prenez par exemple un artisan au Togo qui a l'habitude de faire tailler du bois pour faire une statuette, parce que vous allez lui demander de vous reproduire la même statuette 1000 fois, il est incapable. D'abord dans le temps et surtout avec les moyens qu'ils utilisent. Donc souvent, ils font les objets par unité ou bien par un petit lot. D'où le problème de professionnalisation de l'artisanat. L'artisanat, c'est beaucoup plus un schéma de conception d'abord, dans un premier temps, un design, et après, vous trouvez la matière qui va vous permettre de faire la représentation du modèle, et ensuite, vous mettez ça en dessin technique que l'on peut reproduire en automatique. Voilà des pistes qui existent dans la plupart de nos pays que personne ne veut explorer. Donc, nous sommes toujours à l'artisanat. Donc, si vous voulez aller un jour vers la professionnalisation, il va falloir que l'artisan soit formé au schéma technique, à la reproduction et à ce que nous appelons les normes ISO. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le profil vue d'en haut, vue d'en bas, vue de droite, etc., qu'on ait une représentation qui permet de comprendre. Et c'est avec ça qu'on fait les programmations numériques. Aujourd'hui, je peux vous dire que moi, j'ai fait un parcours aéronautique du début jusqu'à la fin. Et ensuite, j'ai constaté que les rigueurs qu'on a dans l'aéronautique, ça n'existe pas ailleurs. C'est comme ça que je me suis orienté vers la pétrochimie, tout ce qui touche pétrole, gaz, énergie, et ensuite à tout ce qui touche à la certification et aux mesures. Quand on comprend que les trois triptyques qu'on appelle normes, mesures et essais sont indispensables pour le développement d'un pays, vous allez comprendre que nous avons un tas dans la plupart de nos pays où personne ne s'y regarde un peu de près. Je vous donne un exemple. Avec le Covid, nous avons, par exemple, au Togo, environ plus de 50 000 thermomètres qui circulent. Ça, c'est pour mesurer une température en 10 ans. Mais prenez les différents thermomètres que l'on utilise pour sonder les températures des gens.
vous allez voir que les valeurs, vous allez des fois rigoler, des fois vous allez 35, des fois vous allez 36, des fois, mais tout le monde sait que le corps humain c'est 37. Mais si on prend qu'il y a une tolérance donnée, ça peut être 36 et quelques, mais etc. Mais vous trouvez des thermomètres qui vous achètent 34 et on dit que le gars il est bien. Bon, alors c'est pour savoir comment le corps humain peut fonctionner à 34 degrés. Donc tout ceci, c'est un problème de fond que nous soulevons souvent, que lorsqu'on a ces genres de thermomètres, il faut bien que les gens les contrôlent. Et nous avons par exemple la compétence pour contrôler ces thermomètres. Certains sont au courant, on contrôle pour certains, d'autres non. Donc l'étalonnage et la vérification, c'est un des outils majeurs d'une infrastructure de la qualité. C'est ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Oui, mais pour avoir cette expertise, où est-ce que vous avez étudié comme... Bon, basiquement, moi j'ai fait d'abord l'école de formation professionnelle du Sénégal. Et après, j'ai vu les limites qui sont à notre niveau pour le compte de la compagnie aérienne Air Afrique. Et j'ai décidé d'évoluer au-delà de ce qui a été appris là-bas. Et je suis parti à l'Académie royale de Casablanca, ANFA. J'ai fait le Maroc. J'ai étudié pendant 1 an pour faire des spécialités qu'on appelle hydraulique, mécanique des fluides, et puis tout ce qui touche à la partie conception des organes en motion, comme on dit, en mouvement, etc., pour les avions. Et après, quand j'ai dépassé ce niveau-là, je suis monté maintenant vers les organismes internationaux tels que Maintenance and Quality System à Chicago. J'ai fait Chicago, ça vous étonne, mais j'ai étudié chez l'actuel président Joe Biden à Wilmington, dans l'état de Delaware. Ensuite, j'ai fait Massachusetts. J'ai fait après les pays européens tels que la France, où j'ai été certifié au niveau le plus élevé dans le domaine de tout ce qui est certification non destructif. En Kouan-Foucault, qui est ma spécialité de base, viennent après les autres tels que les ultrasons, tout ce qui est ce que nous appelons magnétoscopie, reçuage, qui servent dans le processus industriel. Après, j'ai fait Norwich, Cambridge et au niveau de l'Angleterre. Pourquoi? Parce que vous avez certains marchés, certaines spécificités qui sont pro-anglais, d'autres qui sont pro-français. Et pour pouvoir maîtriser l'ensemble, que ce soit ce qui est demandé dans la réglementation européenne, anglais ou français ou européen d'une façon générale, et l'américaine, j'ai été obligé de faire des diplômes chez les Américains. C'est pourquoi je suis au niveau le plus élevé aussi aux États-Unis. Je suis au niveau 3 depuis 1999 chez les Américains. Et j'ai fait aussi les niveaux 2 et 3 chez les Français et chez les Anglais. Donc, quand vous occupez cette position-là, vous formez des gens, vous certifiez des gens, vous qualifiez des gens. Et j'ai aujourd'hui en Afrique plus de 250 personnes qui travaillent avec ma signature. Parce que c'est moi qui les ai autorisés à travailler. Donc, lorsque vous avez les documents qui sont bons, les gens ils vérifient. Quand ils vous disent, êtes-vous capable de faire ça? Vous dites oui, ils demandent votre référence. Ils vont dans la base de données, ils cherchent. Vous allez sur le net, vous allez me trouver. Et si vous tapez mon nom, on va vous dire qui je suis. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte que la référence que j'ai ne soit pas une référence togolaise. Donc moi, je suis dans l'international, ce qui fait que je suis à l'aise lorsque je discute avec les gens. Et en plus de ça, j'en ai profité pendant mon cursus à Air Afrique, où j'ai fait 20 ans, où j'étais chargé de la gestion de sécurité et de la maintenance dans le domaine de la certification. J'ai créé le premier laboratoire de météorologie au Sénégal et nous avons mis en place l'Institut sénégalais de normalisation. On l'a transformé en l'Agence sénégalaise de normalisation. On a fait énormément de travaux dans le domaine régional et continental, ce qui permet que lorsque je rentre dans le système international, que ce soit à l'ISO, que ce soit au niveau de l'SNT, etc., les gens sont surpris que je maîtrise bien le système international. Parce que quand vous maîtrisez le système international, vous pouvez dupliquer ça dans votre environnement immédiat. Et c'est pourquoi je m'emploie toujours à apporter ma pierre à l'édification nationale. Avant de revenir au sujet du jour spécifiquement, je voudrais en savoir davantage sur quelques spécifications de votre, comment on dit, de votre agence. Notamment, vous êtes expert en contrôle non destructif. Qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, je vous disais qu'on a un triptyque qu'on appelle normes, métrologie, essai. C'est lorsque ces 3 conditions sont réunies qu'on fait ce qu'on appelle la certification.
Lorsqu'on fait un essai, ça consiste à prendre des dispositions pour s'assurer que les conditions intrinsèques qui sont prévues ont été respectées. Quand on dit conditions intrinsèques, je vais vous donner un cas, par exemple, les essais. Les essais, quand on en parle, les gens ne comprennent pas. Lorsque vous allez voir un médecin et vous prescrit une analyse et qu'on vous dit d'amener l'échantillon, bien vous prélève le sang. Ce qu'on fait dans le laboratoire, c'est un essai. Ces essais sont des essais qui sont faits sur la base des références OMS ou bien des références, l'analyse des références OMS, et qu'on vous dit que si la composition du sang d'un individu doit être avec tel paramètre, lorsque vous venez, on envoie votre échantillon dans un tube d'imètre pour contrôler votre niveau de globules rouges, globules blancs, etc., que ce soit tout ce qui touche à l'examen sanguin. On va dire qu'on fait des essais biologiques. Ensuite, on a ce qu'on appelle les essais destructifs et les essais non destructifs. Les essais destructifs, c'est des essais qu'on fait pour regarder si un matériau répond à des caractéristiques très techniques qui ont été définies en termes de résilience, en termes de choc, en termes de cisaillement. On va utiliser des équipements qu'on va appeler les moutons pendulaires de Sharpie, ou bien des essais de traction. On va utiliser des ensembles qui permettent d'appliquer une énergie, une force donnée pour voir à quel moment on va atteindre le niveau de la rupture, ce qu'on appelle le RRE. La résistance élastique d'un équipement ou bien d'un matériau, on va essayer de le calculer aussi pour savoir à quel moment on peut avoir une déformation pour ne pas atteindre le point de rupture. Donc, nous, on s'est spécialisé dans les essais qui permettent de s'assurer que, après notre intervention, on peut utiliser toujours le matériel. Le matériel n'est pas détruit. Donc, on fait des essais non destructifs. Mais comme en français, on dit contrôle non destructif, et que la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Lorsque vous dites à quelqu'un que je fais du NDT, non destructive testing, la personne sait automatiquement que vous êtes spécialisé dans tout ce qui lui permet de s'assurer que son installation est conforme, n'a pas de problème de rupture, n'a pas de défaut qui peut lui permettre de péter à la gueule, mais fais confiance à ce que tu viens lui dire, que tu lui certifies qu'il n'y a pas de défaut à l'intérieur du système qui peut amener des risques. Donc, nous faisons en sorte qu'avec les essais non destructifs, on maîtrise les risques. Donc, notre spécialité, c'est beaucoup plus, si vous voulez, aider les gens à maîtriser les risques qui sont autour d'eux. Donc, exemple, un bâtiment, vous pouvez le contrôler sans le détruire. Comment? Exact. Dans les normes qui consistent à mettre en œuvre une architecture qui va être souvent les références des calculs des matériaux, qu'on va faire des poteaux de 10 x 20 ou 15 ou bien 20 x 40. Ces poteaux, avant de les mettre en œuvre, le schéma technique et les normes disent qu'il faut avoir une armature métallique avec un fer rond. D'après les calculs, ça dépend de ce qu'on aura comme charge, qui peuvent être du diamètre 20, diamètre 16, en fer à béton. Ces fers à béton, il y a une manière de les organiser. C'est ce qui est souvent fait par les ferrailleurs. Et après, on coule le béton. Si on respecte les normes de certification, quand le béton a été terminé, on doit appeler quelqu'un pour venir voir si ça correspond au design initial et aux normes. On va faire ce qu'on appelle une radiographie du béton pour déterminer l'image du ferraillage qui a été coffré dans le béton pour voir si c'est conforme. Généralement, il y a des zones où on a prévu des liaisons porteurs. Ces liaisons-là, aussi également, on peut les contrôler avec des radiographies. Qu'est-ce que c'est? C'est comme l'image que vous avez lorsque vous allez faire votre ligature du poumon. On va regarder à travers en émettant des ondes que nous appelons des ondes de rayons X. Nous, on ne fait pas du gamma. Ces rayons X vont traverser la matière et vont refaire le profil de ce qui est prévu et déterminer sur un cliché si on est conforme ou pas. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Mais personne n'a jamais demandé ça au Togo. Parce que ça n'intéresse pas les gens. On se dit que
on a des spécialistes en BTP, on a des spécialistes en béton. Oui, justement, c'est la question. Quand je fais construire mon bâtiment, par exemple, par des architectes et des ingénieurs génie civil, est-ce que j'ai besoin de tester encore Mais non, mais ça veut rien dire. Lorsque on a fait le design, ça c'est l'architecte. Normalement, il doit envoyer ça chez l'ingénieur, le calcul, le génie civil qui fait les calculs. Après, normalement, s'il n'y a pas d'aller-retour, ça veut dire que l'architecte, il est bien. Généralement, lorsque on fait le calcul des résistances, on modifie l'architecture à près de 90%. Mais si on ne modifie pas, c'est que, bon, l'architecte et l'ingénieur, ils sont tous peut-être... Sinon, généralement, toute étude, quand on remet la façon dont on va calculer la résistance, la façon dont on va mettre en œuvre le schéma, le ferrage et consorts, les semelles, etc., des fois, on demande qu'on change l'architecture. Mais comme la plupart de nos cabinets au Togo, ils sont jugés partis. L'architecte, il est en même temps celui qui fait le calcul. Alors que normalement, celui qui a fait l'architecture ne doit pas faire le calcul. C'est deux choses séparées, deux fonctions différentes. Maintenant, si on s'est arrêté sur quelque chose de précis, il va falloir que lorsqu'on aura lancé la construction, que quelqu'un surveille. C'est souvent, vous avez des bureaux de contrôle qui sont à côté de ces gens-là. Mais ces bureaux de contrôle, ils suivent seulement le dosage du sable, le dosage de ceci, etc. Ils voient comment le béton est arrivé à maturité au bout de combien de jours. Et on demande de faire des essais pour regarder si la résistance du béton est conforme par rapport à ce qui est calculé. Mais tout ceci, c'est pas dans la certification. C'est juste dans la mise en œuvre de la construction. Mais nous, on n'intervient pas dans ces domaines-là. C'est quand vous avez fini et que vous voulez voir si le béton a l'organisation ferrage à l'intérieur, que vous pouvez nous appeler. Oui, mais à quoi sert alors votre expertise? C'est médecin après la mort. Si ce n'est pas bien fait, est-ce que vous allez détruire le bâtiment? Ben non, bon, c'est au fur et à mesure que ça se passe. Quand ce qui est prévu n'a pas été respecté, ben, généralement, on demande on casse et on recommence. Et ça, c'est... Bon, en fait, on ne veut pas casser souvent. La plupart du temps, les gens ne cherchent pas à contrôler. Ce qu'ils font, c'est qu'on a un bureau qui est là, qui contrôle. Donc, la vie est belle. Mais pourquoi les maisons tombent après? Voilà la bonne question. Il y a des gens qui ont contrôlé. Mais pourquoi après ça tombe? Mais la plupart des maisons ne tombent pas. Oh, et les catastrophes, il y en a. Hein. C'est pourquoi je parle toujours ça devient passionnel. Nous allons revenir à tous ces sujets dans notre développement. Mais une dernière parenthèse. Vous avez parlé de la certification des avions, le contrôle des avions. Qu'est-ce que vous allez faire sur les avions qui ont été fabriqués à des milieux c'est quoi une certification, un contrôle de l'aviation? Alors, tout à l'heure, nous parlons des essais. Lorsque on fabrique un avion, on a fait des calculs pour déterminer leur résistance. Que ce soit au niveau du fuselage, que ce soit au niveau du train d'atterrissage, on fait énormément d'études en simulateur et après en réalisation. Généralement, on part avec des tolérances très élevées. C'est-à-dire que lorsqu'on a déterminé que suivant la conception, parce que nous avons deux types de conception. On a ce qu'on appelle fail safe et ce qu'on appelle safe life. C'est-à-dire que la pièce peut durer jusqu'à la vie de l'appareil. Safe life. Ou la pièce fail safe, c'est que il est doublé, mais périodiquement, il peut résister sur 10 000 heures de vol, mais on demande à ce qu'à 5 000 heures, on va regarder s'il a respecté ce qui était prévu. Parce qu'on a beau calculer, mais des fois, ce qu'on a calculé et ce qu'on trouve concrètement n'est pas exactement ça. Parce que dans les simulateurs, etc., les calculs qui sont faits à base de modèles, de formes, de probabilités, etc. Mais malgré ces probabilités, des fois, il y a des événements qui arrivent qui permettent de trouver que on avait pensé que, d'après nos calculs, ça peut durer 20 000 heures, mais on a détecté, comme c'est des surveillances à 12 000 heures, qu'il y a une anomalie qui s'est produite due à des contraintes qui sont plus élevées ou aux conditions d'exploitation. C'est-à-dire que l'appareil aurait fait des atterrissages plus durs ou aurait eu à subir des conditions de givrage et de turbulence très élevées. Et quand on demande de faire des vérifications, on trouve sur un modèle type donné une anomalie.
on sort ce que nous appelons des services bulletins qui permettent de lancer une alerte générale à tous ceux qui ont ce type d'appareil. Et on demande aux gens d'aller vérifier chez eux aussi pour voir s'ils ont les mêmes soucis qu'on a trouvé chez un utilisateur. Nous appelons ça une NORIA. C'est-à-dire qu'on lance le processus et on veut collecter des données. Sur la base des données qui sont revenues, si par exemple vous avez 10 000 appareils qui sont fabriqués et qu'on a trouvé qu'il y en a 2 qui ont présenté des anomalies qu'on a trouvées chez un, ça fait 3 qui ont les mêmes anomalies. On va faire un calcul de modèle pour voir s'il ne serait pas bon, comme c'est arrivé à 12 000 heures de vol, de faire cette vérification à 10 000. Et après 10 000, la prochaine fois, on vous dit de le faire à 14 000. Entre les deux, comme c'est une conception FELECEF, on sait que, quelle que soit la rupture, ça ne peut pas endommager et la criticité de l'organe. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lance ce qu'on appelle des services bulletins qui permettent à des spécialistes comme nous d'aller regarder à 10 000, à 12 000, à 15 000, des pas qui sont déterminés, ou bien chaque année, si l'appareil a les anomalies prévues. Et nous, on va utiliser les techniques qu'on appelle les courants de Foucault, les ultrasons, la radiographie industrielle, pour aller regarder à travers la pièce si ça correspond à ce qui était à l'origine. Il y a des défauts qu'on trouve. Et sur tous les défauts, on lance la réparation. Donc notre Vous l'avez déjà fait sur un avion? Ah ben, je le fais tout le temps. Tous les jours, sur... la dernière expertise, c'est sur un avion de DHL espagnol à Abidjan. C'était le mois de février dernier. Et il y a eu 6 vérifications. Et tout est conforme, donc il est autorisé encore à voler. C'est après ma signature qu'il vole. Tant que je n'ai pas dit que c'est bon, il ne peut pas voler. Et quand ça arrive, tu ne fais pas, tu as des contraintes. Disons, l'autorité de l'aviation civile peut te bloquer au sol si tu n'as pas respecté les échéances des consignes de navigabilité. Parce que les consignes de navigabilité, c'est ça qui détermine si tu peux voler ou pas. Donc si tu n'as pas quelqu'un comme nous qui passe, qui vérifie, qui se dit c'est pas bon ou c'est bon, mais quand c'est pas bon, vous êtes bloqué au sol tant que vous n'avez pas eu à faire le travail. Mais l'exemple le plus courant, qu'on fait les expertises qui sont différents du contrôle, il y a une grande différence. C'est tout récent sur un avion de cargo de Solenta, une compagnie sud-africaine, et qui a reçu un choc sur son fuselage, et le constructeur a demandé à ce qu'il fasse une réparation, et pendant la réparation, il faut qu'on fasse une expertise technique. Et donc ils m'ont fait appel depuis l'Afrique du Sud pour aller... l'avion était bloqué à Abidjan, je suis parti à Abidjan pour regarder. Mais quand je suis arrivé là-bas, après mon expertise, j'ai donné les directives nécessaires, on a corrigé les anomalies, la réparation, j'ai demandé ce n'est pas à faire parce que ça va beaucoup plus affecter l'intégrité. Et on a envoyé mes rapports au constructeur, il a dit, bon, mais il valide, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qui permet de voler. Donc, ils étaient heureux parce qu'ils n'ont pas fait la réparation. Ça, c'est des choses que je fais tout le temps. Ça, c'est l'expertise, ça. C'est que vous déterminez si les caractéristiques que vous avez trouvées sur place, par rapport au manuel du constructeur, par rapport aux spécifications de base, si le matériau peut continuer à voler en toute sécurité. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en aviation, lorsqu'on vole très haut, on gonfle l'appareil. Et quand on revient au sol, on appelle ça la pressurisation. Ces techniques-là, ça fait travailler la structure. Donc, lorsque vous avez une anomalie, c'est très dangereux. Donc, il faut des experts qui maîtrisent bien le sujet. Sinon, c'est la fissuration avec éventuellement une perte de... Donc, c'est des choses qu'on fait tout le temps. C'est passionnant. J'ose croire que mes micros fonctionnent très bien et que mes caméras vous font voir... dans une démarche qualité pour que nos téléspectateurs puissent suivre et écouter ce que vous dites. Alors, Afrique Infrastructure, les enjeux de la démarche qualité. Alors, la première question que je voudrais vous poser par rapport à ce thème, comment expliquer le retard des pays africains francophones, surtout en matière d'infrastructure?
dans le domaine du transport, par exemple, l'agriculture, la santé, le sport, pour ne citer que ces secteurs. Mais je vous remercie beaucoup. Lorsque vous m'avez contacté pour me parler de ce sujet, ça m'a beaucoup fait sourire. Et surtout quand vous parlez des pays francophones. Bon, globalement, le problème d'abord, c'est culturel. C'est culturel. Parce que si vous regardez la façon dont on est éduqué dans les pays francophones, c'est peut-être ça qui est à la base de la plupart de nos problèmes. Il y a un modèle qui dit que lorsque tu as étudié en France, tu viens, tu dois être compétent. Ah, la compétence, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas l'endroit où tu as étudié. Si vous voyez les modèles, la plupart des décideurs, la plupart des directeurs qu'on nomme, ou bien les responsables qu'on nomme, bon, il est diplômé de... Quand il est diplômé de... Très souvent, en France. On ne voit pas beaucoup, bon, de plus en plus au Canada, ou bien un peu Amérique et consorts, mais très souvent en France. Mais lorsque vous regardez en comparaison le système éducatif supérieur anglophone et francophone, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voulez dire que les diplômés en France ne sont pas bons en majorité? Non, c'est pas ça. C'est que nous n'avons pas une bonne adéquation entre le besoin sociétal et la formation qu'on délivre dans les écoles supérieures. C'est tout. C'est très simple à comprendre. Donc ils apprennent, ils étudient des modules qui ne servent pas à grand-chose sur le terrain, vous voulez dire? Non, mais c'est que normalement les études doivent être liées à la vision de développement qu'on veut faire. Or, non, on forme pour former, c'est tout. Et il y a un rapport de CAMES qui dit que chaque année, ils ont 14 millions de chômeurs qui forment. C'est pas moi qui le dis, c'est le CAMES qui le dit. Mais, et quand vous voulez aborder le sujet, les gens disent oui, on est au courant. Oui, on est au courant. Moi, lorsque j'ai voulu aborder ce sujet, par exemple chez nous, on m'a dit que non, il y a eu les États généraux en 1975. Mais nous sommes en 2020. Mais on parle de 1975, les États généraux. Mais on n'a jamais même mis en application les États généraux de 1975. C'est le problème de fond, c'est le capital humain. Le capital humain, ça veut dire quoi? Vous allez en France, vous allez trouver beaucoup de polytechniques. Par exemple, moi, j'ai eu à faire des trucs à Saclay. Tout ce qui touche au problème des ondes et consorts, c'est à Saclay que moi j'ai eu à faire ça. Tout ce qui touche à ce qu'on appelle le comportement du matériau dans un milieu environnemental humide ou salé, etc., corrosion, moi je l'ai utilisé à l'INSACAST de Lyon. Je n'ai pas dit que la formation en France n'est pas bonne. Ce que j'ai dit, c'est que vous voyez dans le cas du développement du pays qu'on appelle France, vous avez tous les secteurs qui sont couverts par l'éducation supérieure. Ce qui fait que vous avez beaucoup de polytechniques, vous avez beaucoup d'instituts spécialisés, vous avez des instituts de soudure partout. Ce qui fait que lorsque on sait qu'on a besoin de 50 ingénieurs en soudage, on sait qu'ils vont sortir de l'institut. C'est où au Togo on trouve... Oui, mais en Afrique, est-ce qu'il y a des instituts de soudure au Togo, justement? Où trouve-t-on les soudeurs alors? Ah, ça c'est une bonne chose, puisque je suis spécialiste dans le domaine. C'est des gens qui sont formés sur le tas, ou qui ont fait ce qu'on appelle tôlerie, machin, consort, bon, au lycée technique, etc., qui après, ils essayent D'abord, lorsqu'on leur donne les normes techniques de soudage, ils ne pigent rien du tout. Oui, mais est-ce que souder, est-ce que ça a besoin d'expertise oui, de ce niveau-là? Souder, c'est beaucoup. Je peux vous assurer que, par exemple, vous allez au Ghana voisin ici, vous avez plus de 500 personnes qui travaillent comme inspecteurs de soudage. Inspecteur, hein? C'est leur job, il ne faut que contrôler soudure. Ça n'existe pas au Togo, ça. Au Togo, la plupart de nos gens qui ont des marchés ici, c'est eux-mêmes qui contrôlent eux-mêmes. Ils s'autocontrôlent sans qu'il n'y ait pas quelqu'un qui les contrôle. Alors que normalement, dans les normes, on dit que quand tu fais de soudage, il faut quelqu'un qui vient contrôler. Et par exemple, nous, on est qualifiés sur ça. On le fait au Ghana, on le fait ailleurs, mais pas dans un pays francophone. On n'a jamais demandé ça. Oui, mais soudage, de quoi parle-t-on en réalité? Soudage, c'est mettre deux fers ensemble. C'est plus compliqué que ça. Je peux vous assurer que nous avons au moins 10 techniques de soudage. On a le soudage par point, le soudage oxyacétylénique, le soudage par baguette enrobée, MIG, MAG, nous avons énormément... Bon, moi j'ai étudié ça pour pouvoir être dans le domaine. Mais il
il y a beaucoup de projets dans lesquels on a besoin d'avoir des licenciés en soudage et des ingénieurs en soudage. Tout projet doit commencer d'abord par une étude. Et dans l'étude, on détermine ce qu'on appelle la qualification du mode opératoire de soudage. Et ensuite, quand on a déterminé la qualification du mode opératoire de soudage, comme vous venez de le dire, quelles sont les épaisseurs que nous avons? Comment on prépare les bouts, les bords? C'est-à-dire que, est-ce qu'on va faire un chanfrein? Le chanfrein serait de quel type d'angle? Est-ce que c'est un angle de 30, de 40, de 60? Suivant l'angle, vous allez consommer beaucoup plus de baguettes. Si l'angle est vraiment fermé, vous ne consommez pas beaucoup. Mais est-ce que vous avez une bonne résistance? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez... Quel ampérage allez-vous utiliser? De quelle manière vous allez faire les reprises au niveau de la racine, etc. Tout ceci va contribuer plus tard, lorsqu'on veut contrôler cette tuyauterie, bien cette tôle, par des techniques ultrasons, par des techniques de radiographie, déterminer la qualité de ce que vous avez fait. Quand vous avez quelqu'un qui n'a pas étudié, je ne vais pas donner des noms, mais à cause des secrets professionnels, et tout récemment, on a un problème avec quelqu'un qui... il a fait le soudage et à la fin, on lui a dit que c'est pas bon. Il était pas content, mais on lui a dit c'est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez que l'on dise? Il faut reprendre. Mais il dit oui, de l'arranger. On n'arrange pas, parce que quand ça va exploser, c'est accident. Donc, nous avons souvent des gens qui disent sur les sites qu'ils ont la qualification, mais quand vous demandez sur le projet où est la qualification, vous trouvez que c'est un vieux truc qui vous montre. Oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est ça la parce que qualité. ça me rappelle une déclaration d'une société de manutention au port de Lomé qui avait déploré que pour trouver des soudeurs, ils ont dû faire un appel international pour trouver des soudeurs. Mais non, je vous confirme. Je vous confirme qu'au Togo, les bons soudeurs ne sont pas au Togo. Ils sont à Kigali, moi j'en rencontre au Kenya et les Togolais. Hein. Ceux qui s'en sortent, qui maîtrisent bien, ils ne sont pas au Togo. Au Togo, on a un problème. C'est que nous n'avons pas un institut où on sort des gens après le bac qui font 3 ans en soudage. Après le bac, ils font 5 ans en soudage pour devenir ingénieur. Aujourd'hui, nous avons un centre qui est le CFMI, le Centre de formation des métiers de l'industrie. Ils font du soudage, mais le soudage-là, c'est pour réparer. Vous ne pouvez pas leur donner, ces gens-là, une tôle qui va faire 45 mm d'épaisseur. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas de leur ressort, ça. Oui, mais est-ce que le besoin est là? Mais le besoin doit aller avec le développement. Or, quelle est la vision de développement qu'on a? C'est ça beaucoup plus le problème. C'est pourquoi je dis que le capital humain doit être lié à ce qu'on a comme vision. Aujourd'hui, si vous regardez la plupart des pays francophones, pourquoi on est un peu en retard sur la base des transformations? Vous allez dans un pays comme le Nigeria ou bien le Ghana, vous allez voir qu'ils transforment pratiquement la plupart de tout ce qu'ils produisent sur leur sol. Et ils exportent suivant les normes données. Chez nous, jusqu'à un passé tout récent, tout ce que on produit, c'est pour consommer localement. On mange. Ceux qui ont trouvé des voies pour exporter, ce qui les intéresse, c'est beaucoup plus quelles sont les devises qu'ils arrivent à gagner. Mais est-ce que c'est rentable ce qu'ils font? Personne ne regarde ça. Moi, ce que j'ai essayé de dire souvent lorsque je rencontre le ministre de l'Agriculture, je lui dis que est-ce que nous avons des bases de données en statistiques qui permettent de prendre des décisions? Je vous donne un cas. On dit qu'on produit du soja, oui, le tonnage, combien? Et sa qualité. Sur cette base-là, on doit savoir qu'est-ce qu'on peut faire en transformation localement. Lorsque vous n'avez pas des statistiques fiables, il serait difficile que vous faites un modèle de business où vous pensez que vous pouvez transformer quelque chose, mais lorsque les produits qui doivent entrer dans la transformation, vous ne l'avez pas en continu, vous allez fermer. Je vous donne un cas. Au Togo avant, nous avons l'usine de production de tapioca à Ganavé. Du temps de la colonisation. Non. L'époque coloniale, non? Non. Ça a été mis en place dans les années 60 et ça a vécu jusqu'à les années 80, on a fermé. Mais qu'est-ce qu'on rentrait à l'intérieur de cette usine? On rentrait des tonnes de manioc.
quand ça rentre, ça sort en tapioca. Et le Togo, dans le temps, exportait ce tapioca. Mais on ne mangeait pas ça localement, puisque tu ne peux pas trouver dans une boutique au Togo le tapioca de Ganavé. L'ajustement structurel a fermé ça. On avait, dans le cadre de la production du coton, une usine à Dapaon, coton mining. On en avait Sicotte à Tchévier. On en avait aussi ceux de l'État, à Ouantien, à Takwame, Blita, etc. Mais les Sicottes ne fonctionnent plus. Celui de Dapaon est fermé pratiquement, mais l'usine est là. Mais on voit des gens en train de vouloir encore construire d'autres usines de grenades de coton. On se pose des questions. Lorsque vous avez déjà des usines qui sont fermées, qui ne sont pas ouvertes, qui sont privées, qui ne sont pas ouvertes, mais on voit d'autres projets encore où on veut encore construire, on se dit, le modèle de développement qu'on est en train de suivre là, ou bien on implante des usines et qu'on sort, pour qu'après on les ferme là, ce n'est pas viable. Oui, mais ça se posait de questions sur les facteurs qui ont fait fermer ces usines. Non, ça n'intéresse pas les gens. Les gens veulent seulement faire, ils vont emprunter. C'est ça dont parle le modèle de développement qu'on veut assurer. Si on veut transformer nos produits, il va falloir faire une autre approche. D'abord, quelle est la norme de ces produits? Deux, quelle est la quantité que nous avons? Est-ce que nous pouvons les stocker? Est-ce que nous pouvons après les transformer? Parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, pas de transformation, mais le vrai problème de l'agriculture dans la plupart des pays francophones, ben, ils n'ont pas de stockage. Ah oui, vous convoquez un bel exemple, hein, l'usine de transformation du manioc en tapioca de Ganavé. Mais pourquoi ne pas la relancer pour pouvoir alimenter le marché local? Mais non, le marché local est autosuffisant en tapioca artisanal. Aujourd'hui, bon, ce matin, moi, j'ai pris ma bouillie de tapioca. Mais avec tapioca artisanal qu'on met sachet de 500 ou bien de 1000 francs. Mais ça, c'est pas exportable. Le tapioca du Togo qu'on exportait était suivant les normes, emballé suivant les normes, étiqueté suivant les normes, avec les références en amidon, etc. qui sont dessus. Ici, on en exportait. Oui, mais vous pensez qu'un type de tapioca de ce type ne peut pas être non, écoulé localement? Non. Vous savez pourquoi? Quand on finit tout l'ensemble, présentation, emballage et consorts, le taux, les 500 grammes, vous allez le payer environ à 1500. Les 500 grammes. Alors que celui qu'on met dans les sachets non conformes, etc., vous l'avez à 500. Donc le citoyen lambda ne va pas aller acheter ça. Je vous donne le cas du Gabon, où, bon, dommage, si un jour on a eu l'opportunité, je vais vous présenter tout ça là, sur un plateau, vous faites les démonstrations. C'est-à-dire, en fait, quand on vise l'exportation, l'approche doit être différente. Au Gabon, vous avez sur le marché le tapioca du Gabon qui est emballé en 100 grammes, en 200 grammes, etc., mais qui coûte 1500, 2000, 3000. Mais les gens achètent, vu le niveau de vie. Mais lorsque vous voulez au Togo aborder certains aspects de la transformation, il va falloir faire attention. C'est pourquoi moi je dis aux gens que lorsqu'on veut augmenter notre part de rentrée de devises pour réduire la balance commerciale du Togo qui est déficitaire depuis belle lurette, il va falloir peut-être qu'on pense au marché proches et régionaux ou dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, qu'on ait une autre approche. Si vous regardez par exemple dans le cadre des transformations, on parlait de la farine, on parlait de tapioca, mais on peut parler aussi du gari, on peut parler aussi de tout ce qui est dérivé du manioc. Mais personne ne pense à un modèle de business dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez par exemple le gari qui est produit au Togo, mais qui est exporté par le Ghana. Parce que le Ghana, ayant une longue histoire de devises personnelles, a compris que pour pouvoir permettre de maintenir la monnaie, il faut exporter. C'est pourquoi le Ghana a déjà une structure
industrielle qui permet d'exporter. Parce que la Banque centrale a besoin d'avoir des devises pour compenser ce qu'on importe. Et ça, c'est des ratios, des trucs très simples qu'on n'arrive pas à comprendre dans nos pays francophones. C'est pourquoi quand tu parles des problèmes des pays francophones, c'est qu'on est en retard dans la réflexion, on n'a pas une cellule de réflexion et d'orientation stratégique. Vous avez quelqu'un qui est en charge d'un département, il se prend tout maîtriser. Et il se dit que c'est la vision du gouvernement. Mais souvent, très souvent, personne n'est comptable. Après, il passe son temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu te rends compte qu'à la fin, il n'y a pas d'industrialisation. Parce qu'en fait, on n'a pas une cellule qui dit que, compte tenu de nos capacités, nos moyens et de ce qu'on a comme statistiques, nous devons prendre une orientation et présenter ça au privé, où l'État lui-même s'engage et après cède au privé. Ça n'existe pas dans nos pays francophones la plupart du temps. Il y a des pays qui essayent. Le Bénin aujourd'hui. Bon, je peux dire que eux, ils ont fait quand même un travail. Je peux dire que personnellement, j'apprécie parce que il n'y a pas de sujet tabou au Bénin par rapport au Togo, où quand tu veux aborder ce sujet, il y en a qui te demandent tu es de quel bord. Il y a des sujets tabous au Bénin. Non, bon, en fait. La politique, par exemple. Je ne veux pas trop critiquer parce que ce sont des gens avec qui je travaille aussi sur beaucoup de sujets. Et je peux vous assurer que... Notamment, vous êtes en train d'homologuer une vingtaine de stades construits là-bas au Bénin, dont nous voyons même les images. Oui, mais... 20 stades construits au Bénin, ça par exemple, c'est un type d'investissement. Non, c'est pas ça. Parce que lorsqu'on discute avec eux, c'est une autre approche. Et je vous donne ça brièvement. Dans nos pays, on ne pense pas qu'on peut manger dans le domaine du sport. Si vous voyez les gens qui jouent, etc., vous allez tirer le diable à la queue. Ils ont fait un choix en disant que on va construire massivement des infrastructures, on va obliger chaque ville de plus de 10 000 habitants à avoir une équipe de basketball, d'athlétisme, de volleyball et consorts. On va organiser un championnat qui va permettre dans le Moyen-Koufo, dans l'Atlantique et consorts, dans la Ribori, ils vont compétir entre eux et les gens iront au stade pour regarder, même s'ils ont payé 100 francs. Ces 100 francs-là vont servir à alimenter économiquement la zone. Mais comme pour pouvoir lancer le système, il faut avoir les infrastructures, ils ont lancé la construction de 34 stades. 34, hein? 34, mais actuellement, il y a 22 qui sont terminés. Et nous sommes en charge de la certification. Bon, en fait, on a certifié il y a 10 que la société Sino-Hydro a construit. On a commencé par la société chinoise. Donc, la deuxième phase, il y en a 12 autres qui vont être lancés le mois prochain. Donc, 34 stades aux normes internationales, c'est-à-dire des stades qui peuvent accueillir... Non, c'est des stades de moyenne taille, mais conformes aux normes internationales pour chaque localité. Quand je parle de localité, c'est ça qui m'a le plus surpris, c'est que vous avez un stade à Grand Popo qui peut prendre 10 000 personnes avec une tribune et un gradin. Et vous quittez là-bas, vous arrivez à Komé. Vous n'avez même pas 15 km. Oui, Grand Popo, Komé, c'est une dizaine de kilomètres. Voilà, vous avez la même chose, même plan, même truc. 6 pistes d'athlétisme autour d'un stade construit aux normes internationales avec du gazon synthétique, bien sûr, pas naturel parce que ça coûte plus cher et l'entretien coûte plus cher. Mais c'est que les gens peuvent s'entraîner de jour comme de nuit puisque c'est éclairé. Et ça, c'est une vision. Ils veulent mettre en place un système qui permette, dans le sport, de faire épanouir un certain nombre de personnes qui vont trouver leur bonheur dedans et qui demain seront peut-être les champions africains ou bien des champions internationaux dans l'athlétisme. Si vous regardez nos modèles dans le pays francophone, les gens s'exilent pour venir représenter le Togo, nos pays. Et il est à l'étranger, mais il représente le Togo parce que c'est là-bas qu'il a l'infrastructure pour pouvoir développer, s'entraîner proprement. Donc eux, ils ont fait un autre choix, qu'il faut qu'à la base, qu'on détecte les talents et que ces talents-là, on puisse les promouvoir et arriver à... Ils ont envoyé près de 300 personnes en formation, en éducation nationale à Cuba. Donc, ce qui veut dire que les infrastructures sont en construction, mais les moniteurs,
les formateurs et consorts sont déjà en formation, ils vont revenir pour ça. Mais c'est pas seulement dans ce domaine. Par exemple, ils ont compris que il faut transformer tout. Donc vous voulez dire que le développement des infrastructures doit suivre un schéma directeur, sinon... Une vision. Une vision, je me rappelle... Une vision intégrée Oui, avec l'éducation, pour pouvoir mettre en place un capital humain. Parce que ça ne sert à rien de mettre des infrastructures si vous n'avez pas des professeurs de sport, des professeurs d'athlétisme. C'est tout un système, un écosystème qu'il faut mettre en place. Et ça va créer une économie. Je vous assure que ils comptent d'ici peut-être 2 ou 3 ans aller vers des clubs professionnels où les gens sont payés par mois. Ils ont pris un décret pour... Ils ont professionnalisé le championnat de première division. Oui, mais ils ont sorti un décret pour permettre à chaque entreprise qui a un chiffre d'affaires d'un montant donné d'avoir son équipe de football obligatoire. Et on te fait des déductions d'impôts là-dedans. Donc, vous savez, c'est beaucoup plus un truc intégré qu'ils ont lancé. Mais bon, d'une façon générale, le problème des infrastructures dans la plupart des pays francophones est dû au fait que on n'a pas pris les taureaux par les cornes comme dans les pays anglophones. Vous allez au Kenya, vous allez en Tanzanie, vous avez tout est en place. On ne peut même pas comprendre que quelqu'un fait un appel d'offres sans parler des normes. Or, dans nos pays, agriculture, santé et dans tous les secteurs, les gens qui sont de l'administration, ils ne comprennent pas l'importance des normes, de la métrologie et des essais. Oui, ça, c'est un autre volet de la question. On va l'aborder, mais là, nous marquons une pause, Monsieur Lawson Echeli, une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum.